Notre premier film aujourd'hui nous amène à Québec. Nous sommes en 1942. Les expositions agricoles au Québec, ça remonte à plus de 150 ans. Ce sont les Anglais qui nous ont apporté ici cette idée-là et on l'a trouvée tellement intéressante qu'on s'est mis à en faire un peu partout, dans toutes les régions, de place en place. Au début, c'était des expositions uniquement pour les cultivateurs, mais au fil du temps, on en est venu en faire pour à peu près tout le monde. On va-tu au cirque? Voir le concours des chevaux? Voir même les trapézistes? Aujourd'hui, l'abbé Proulx nous amène passer une journée à l'exposition provinciale de Québec. C'était, et ça le demeure encore, la plus importante exposition annuelle au Québec. Nous sommes en 1942, c'est la guerre, mais il y a quand même moyen de fêter, et il y en a pour tout le monde, autant les petits que les grands. Un film magnifique, un film dépaysant. Au début de septembre, chaque année depuis 1912, la ville de Québec prend un air de fête. C'est la grande semaine de l'exposition provinciale. De magnifiques constructions ont remplacé les installations de fortune d'il y a 30 ans. Aux allées de terre battues ont succédé de larges avenues pavées. Dans ce temps-là, on venait en boguer. Hudon par là à la grise. Maintenant, le parc de stationnement ne s'agrandit pas assez vite pour contenir le nombre sans cesse croissant des voitures automobiles. Pour commencer avec les choses sérieuses, allons voir d'abord les animaux primés qui font la gloire de l'exposition. Ce sont assurément les plus beaux types des races d'élevage préférées de nos cultivateurs. D'abord, les Ayrshire. L'Ayrshire tire son nom du district d'Ayr, en Écosse. Les premières Ayrshire venues en Amérique ont été importées en Canada durant la première moitié du 19e siècle. La race Holstein est très ancienne. Elle est originaire de Hollande, Pays-Bas d'une grande fertilité, ce qui explique sa grande taille. La race canadienne s'est formée dans la province de Québec, où elle fut améliorée par des éleveurs québécois. Elle descend de vaches amenées de Bretagne et de Normandie vers 1620 et antérieurement par les premiers colons du Canada. La canadienne a les mêmes ancêtres que la Jersey et la Guernsey. La province de Québec est justement fière de ces diverses races de bovins qui ne le cèdent en rien à celles des autres provinces et même des États-Unis. À preuve, les nombreux trophées remportés par les nôtres à toutes les grandes expositions de l'Amérique du Nord. Les officiels et les juges sont rayonnants. L'agriculture triomphe. Les envois agricoles sont plus nombreux que jamais. Près de 500 bêtes à cornes, environ 250 chevaux, pas moins de 300 porcs et moutons, sans compter plus de 1000 sujets de la basse-cour y sont représentés. La race chevaline est glorieusement représentée. La plus noble conquête de l'homme est aussi la plus belle à la parade. Ces admirables spécimens marquent bien les progrès de l'industrie de l'élevage. Ça fait son pain et c'est gentil comme tout. Le cheval canadien est originaire de la Bretagne et de la Normandie. Il descend des chevaux envoyés au Canada entre 1647 et 1670. Il fut pendant longtemps le seul cheval du Bas-Canada. Le cheval Clydesdale est originaire de la vallée du Clyde, au sud-ouest de l'Écosse. Des immigrants écossais l'introduisirent au Canada vers 1850. La race Percheron est très ancienne. Son nom vient de ce qu'elle a pris naissance dans l'ancienne province du Perche, en France, où son élevage est encore très prospère. Voilà pour l'agriculture. L'industrie et le commerce ne se laissent pas damer le pion.
Le palais de l'industrie qui groupe une centaine d'exposants est sans rival au pays et fait l'admiration de ses 150 000 visiteurs. Le Colisée. Le jour, l'arène se remplit d'animaux de ferme qui passent devant les juges des concours agricoles. Le soir, le Colisée est un théâtre. 7000 personnes y trouvent place pour assister au grand spectacle de votre ville. Dans la promenade sous les gradins du Colisée, on peut admirer des centaines d'étalages formés de produits du parterre et du jardin, du rucher et de l'érablière. L'exposition offre de multiples moyens de s'instruire et de se renseigner. Elle constitue en même temps un lieu d'amusement et de récréation unique en son genre. Un monde fou déambule dans la zone du Midway, parmi les boutiques foraines, les étrangetés de la nature, les salles à manger, les comptoirs de jouets et de souvenirs. Une musique entraînante accompagne ces heures de joyeuse détente. Quel tournoiement le long de ces avenues! Les petits avions, les grandes roues, les poulpes géantes. Si vous avez conservé un cœur jeune, vous ne passerez pas devant le manège des petits chevaux de bois sans vous arrêter. Il eût été surprenant que l'automobile ne fût pas venu faire concurrence aux chevaux de bois. Intitulons la scène « Première griserie du chauffeur ». Comme il fallait s'y attendre, les grands se mettent de la partie. Ces fauteuils vous font exécuter une valse étourdissante, c'est le cas de le dire. Un tour de boomerang vous change joliment les idées. La jeunesse a la tête solide. Je me demande pourquoi les singes attirent tant les foules. Et les heures passent. Chacun oublie ses soucis et les petites misères de la vie quotidienne. Le bazar ne serait pas complet sans le bingo et la roue de fortune. L'engouement des humains pour les jeux de hasard prend sa racine dans les plus profondes parties de l'être. La journée des orphelins est une innovation récente, chère au cœur du président. Voyez-le au milieu des enfants. Tous s'amusent follement. Et ils s'en retourneront bien gavés, les mains pleines de règles, de crayons, de sacs, et les poches bondées de friandises. Tout ce qui concerne l'armée du Canada ne peut nous laisser indifférents. Les visiteurs de l'exposition ont pu voir un campement militaire en activité et admirer la bonne tenue de nos soldats. À certaines heures de la journée, des acrobates célèbres viennent exécuter leur tour. Ces audacieuses voltiges sur balançoires aériennes suscitent l'admiration, mais causent aussi bien des frissons d'angoisse.
risque tout de même sa vie en plongeant d'une hauteur de 100 pieds dans une cuve d'eau. Les cérémonies qui se déroulent chaque année en l'honneur des décorés de l'Ordre du Mérite agricole et qui réunissent les plus hautes personnalités religieuses et civiles donnent lieu à de grandes manifestations qui ont pour objet la glorification de l'artisan du sol. À 2 heures de l'après-midi, devant la grande estrade, ont lieu les courses et le vaudeville. Les troupes de vaudeville sont nouvelles chaque année. Elles comptent parmi les meilleures que l'on puisse choisir. Certains de ces acrobates ont fait leurs preuves sur les plus grandes scènes d'Europe et d'Amérique. Le temps passe trop vite. Nous n'avons pas vu les étalages d'une haute portée éducative présentés par les divers ministères du gouvernement. Il y a encore le pavillon de la petite industrie et de l'artisanat et le royaume des dames. Il faudra revenir. Pour citer les paroles de l'honorable Adélard Godbout, Premier ministre de la province, l'exposition provinciale nous permet de constater notre degré d'avancement dans tous les domaines, industriels, commercial, agricole surtout. Car une agriculture méthodique et progressive reste toujours le fondement sur lequel il faut édifier l'économie de notre province. Chaque année, venez donc en famille passer une journée à l'exposition provinciale. Tous, vous y puiserez des connaissances utiles et en apporterez d'heureux souvenirs que vous revivrez plus tard avec bonheur. Notre deuxième film aujourd'hui vous présente des images du plus grand rassemblement religieux à être survenu au Canada. C'est le Congrès marial d'Ottawa, tenu en juin 1947 à l'occasion du centenaire du diocèse. Et c'est l'archevêque d'Ottawa, Monseigneur Alexandre Vachon, qui a demandé à l'abbé Proulx de réaliser un film sur le Congrès marial. Et ce film-là va devenir le premier documentaire religieux de l'abbé Proulx. Et il est venu du monde, 500 000 Canadiens, de partout, pour rendre hommage à la Vierge. Les ecclésiastiques, les cardinaux du monde entier se sont également amenés à Ottawa. Même le cardinal Midzenszty de Hongrie, qui va être persécuté par la suite et pour qui on va beaucoup prier. Il était là. L'Église est en pleine gloire. C'est même un moment où la religion au Québec, en tout cas ou au Canada, est à son zénith, à preuve des grands rassemblements comme celui-là de 47 dont on va voir des images aujourd'hui. Il a fait beau, le congrès a duré 5 jours, il a fait beau pendant 5 jours, et on a dit que c'est le ciel qui avait apporté cette belle température aux congressistes. On regarde des images. Je vous salue, Marie. Ottawa, 16 juin 1947. Dans cette capitale où bat le cœur de la nation canadienne, des bras vaillants ont projeté au-dessus du monde le triomphe de la Vierge sur les âmes et sur les cœurs. Du sanctuaire du Cap de la Madeleine
villes et villages de 5 diocèses ont jalonné la montée vers l'apothéose. Le chemin de la Vierge ouvert sur 700 000 par le soc de la prédication est pavé de pénitences, d'offrandes, bordé de prières et de recueillements. Chante la nuit de juin, répand aux 4 échos l'immense joie des cloches et des Alléluia. Voici la protectrice du jour et de la nuit. Et voici la chapelle de la paix, où sans interruption, pendant 127 heures, la messe sera célébrée et le Christ donné aux hommes 150 000 fois. Les princes de l'Église viennent diriger le flot des croyants. Son éminence, le cardinal McGuigan, archevêque de Toronto, légat du pape, qu'accompagne son excellence, le délégué apostolique, Monseigneur Antoniotti. Comme il éclaire ce jeudi matin marial, il se lève sur le centenaire du diocèse d'Ottawa. L'archevêque, Monseigneur Bachon, fait de ce jubilé la préparation aux journées sublimes qui suivront. Cardinaux, archevêques et évêques, ambassadeurs extraordinaires de la seule vérité, pour célébrer votre triomphe aux vierges, sont tous venus déposer à vos pieds la douleur que domine la foi, la misère que soutient l'espérance, l'immolation qu'appelle la charité. L'autorité civile s'unit à l'autorité religieuse et le faste de ses réceptions est à la hauteur de son respect. Le vicomte Alexander, gouverneur général du Canada, reçoit les chefs de l'Église, gouverneurs spirituels du monde catholique. Parmi eux, à droite, le cardinal Midzenti, qui devait souffrir la persécution. La nuit renouvelle la ferveur du jour. Étoiles aux rayons tutélaires, nous vous glorifions dans l'humilité de nos jeux de lumière. Ce vendredi matin est fait d'offrandes et de réparations. Monseigneur Vladimir Ladika, exarque apostolique des Ukrainiens au Canada, célèbre une pontificale en rite rutène. L'Orient et l'Occident chrétien trouvent au pied de Marie l'unité d'expression de la prière. Les cardinaux Tisserand de la Sacrée Congrégation de l'Église orientale et Bettencourt, archevêque de la Havane. Le cardinal Frings, archevêque de Cologne. Le cardinal Midzenti, martyr pour une église hongroise un jour libre. Des Indes est venu Monseigneur Ivanios, converti au catholicisme avec toute son Église. Dans l'après-midi, l'éloquence des orateurs religieux rassemble la foule et les dignitaires. Le soir, le grand jeu scénique de Notre-Dame du Bel Amour relatera la vie de la Vierge avec une sincérité d'expression qui en fait une œuvre de foi. De
De Québec, province catholique, est venu le Premier ministre Duplessis. Le cardinal Gerlier apporte la présence de la France, fille aînée de l'Église. Les profondes convictions religieuses qu'enracinèrent dans le Québec les prêtres et les colons français confèrent à M. Duplessis l'honneur de présenter l'éloquent prélat. Les fêtes mariales d'Ottawa eussent été incomplètes sans une exposition religieuse. L'universalité du règne de Marie est le plus beau et le plus vrai des récits. Une fresque mondiale de 106 kiosques le raconte. 1 demi-million de visiteurs ont parcouru cet incomparable livre d'apologétique. Les plus intéressés, et peut-être les plus remarqués, furent les 5 jumelles Dionne et leurs familles. Samedi, 4e étape du congrès et jour d'adoration. De toute la force de leur jeune dévotion, les écoliers canadiens chantent la messe dialoguée. Monseigneur Langlois leur parle de vocation religieuse. Devant leurs yeux sont les plus dignes fils de l'Église. Monseigneur Roy, archevêque de Québec. Le cardinal Spellman, archevêque de New York. Monseigneur Cody exalte l'apostolat missionnaire. Et la foi entière des enfants est le plus bel hommage que recevra la Vierge. Dans ce trésor spirituel qu'ils remettent à Monseigneur Vachon, ils n'ont demandé qu'une touchante faveur, du beau temps pour le congrès. Dans la procession mariale, les plus beaux symboles et les plus belles couleurs glorifient Notre-Dame. L'immense ruban de la foule et des chars étale pendant 3 heures la gloire de la Reine des cieux et de la terre. À Jésus par Marie, Mère secourable, qui nous ouvrez le cœur de votre Fils, nous vous prions. Notre-Dame des Neiges, Reine des immensités, protégez notre terre. Ignorant la glorieuse destinée de leur enfant, Joachim et Anne la consacrèrent au service de Dieu. L'archange Gabriel lui dit « Je vous salue, ô pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Craignant un nouveau-né qu'on dit Dieu, Hérode massacre les innocents. La Sainte Famille fuit en Égypte. Mère douloureuse, espérance de ceux qui pleurent, voici que vous nous donnez le Fils qui veut être notre frère. Consolatrice des affligés, abaissez votre regard sur ceux qui souffrent. Étoile des marins et reine des éléments, brillez en ma nuit solitaire. Reine des apôtres, mère de la sagesse, donnez à votre Église de nombreux ouvriers pour la divine moisson. Reine de la paix, faites que nos enfants ignorent l'inutile atrocité des champs de bataille. Rose mystique, qui répandait le parfum des grâces, fleurissez nos temples. Mère immaculée, éloignez des cœurs la corruption qui souille, aux lys sans tache,
gardienne de toutes les vertus. Réjouissons-nous, dans son assomption glorieuse, la Mère de Dieu trône au-dessus des cœurs des anges. Et le Père éternel l'a reçue comme sa fille bien-aimée. Il en a fait la plus glorieuse des reines, et son règne ne finira pas. Regarde avec amour sur les bords du grand fleuve un peuple jeune encore qui veut grandir dans la foi. Garde-lui tes faveurs, préside à ses destinées, ô Marie, Notre-Dame du Canada. Dimanche, apogée du Congrès, jour de consécration. Le dernier jour de ces manifestations pieuses rassemblera en une seule fois toutes les foules, tous les cortèges princiers, tout l'apparat et toute la dévotion dont les premiers jours avaient été témoins. De nouveau repassent devant nous les plus nobles figures du Congrès. Monseigneur Vachon, archevêque d'Ottawa, organisateur du Congrès, les cardinaux Mizanti et Frings, qui sont des chefs de file dans leur pays tourmenté par le communisme, le cardinal Bettencourt, qui présidera la cérémonie de consécration, le cardinal Spellman de New York, directeur spirituel d'une minorité catholique plus forte que les masses qui l'environnent. Le cardinal Mounet, archevêque de Détroit, le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, qui remettra à Monseigneur Vachon la médaille d'officier de la Légion d'honneur, et le cardinal Tisserand. Le cardinal McGuigan, archevêque de Toronto, légat papal. Il ne sera jamais dit le grand apaisement qu'apportèrent aux innombrables fidèles la prédication et la prière. Jamais le visage anonyme de cette foule ne laissera lire l'individuelle exaltation des consciences, l'intime joie obscurément partagée. C'est qu'au-dessus des divisions de langue et de frontières, l'universelle Église catholique offre ici le réconfort de la vraie foi, et nombreux sont-ils à venir y puiser. Les chefs d'État, dont la tâche quotidienne est la vie d'une nation, les grands et les humbles, les faibles qui ne sentent plus la fatigue, les malades qui sourient au soleil brûlant, les pieux et les hésitants qui demandent la force, les forts qui recherchent la prudence, les incroyants surpris d'être ébranlés, les sceptiques qui regardent étonnés et ne peuvent détacher les yeux. Curieux ou sincères, tous ont voulu aller à la Vierge et la grâce a bordé leur chemin. Ottawa, 22 juin 1947. Je vous salue, Marie. Le prochain film de l'abbé Proulx nous amène en 1933. C'est la crise. Jamais le chômage n'a été aussi élevé. Le cardinal Rodrigue Villeneuve fonde la Société de colonisation du diocèse de Québec. Qu'est-ce que vous faites en ville à pourrir, à rien faire, à perdre votre temps, à chômer? Venez-vous-en. Aujourd'hui, on part. On part s'installer en Abitibi avec des colons. On part par train de la gare du Palais à Québec, 20 heures, 500 000, plus de 850 kilomètres pour se rendre à Lassar, en Abitibi. Et après coup, pour gagner Roquemort, en pleine forêt vierge. C'est un document unique. Ça tient de l'épopée.
sont des gens comme vous et moi. Hein, c'est vous dire, faut y croire, ça se passait au Québec en 1933. Et je vous le rappelle, c'est le premier documentaire parlant dans l'histoire du cinéma canadien. Et ces gens-là méritaient d'en être les héros. En juin 1933, son éminence le cardinal Villeneuve fondait la Société de colonisation du diocèse de Québec, avec siège social à l'École supérieure d'agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Monseigneur Auguste Boulay en était nommé le président et M. l'abbé F.X. Jean agissait comme secrétaire. C'était rattacher le présent au passé. En effet, il n'y a pas encore un quart de siècle, l'abbé François Pilote, avec le concours de l'abbé Hébert, organisait la Société de colonisation des comtés de Kamouraska et de l'Îlet et colonisait le lac Saint-Jean. Aujourd'hui, c'est vers l'Abitibi que se tournent les regards. L'Abitibi est plus au sud que Gaspé, comme vous pouvez le constater sur la carte, et sur la même latitude que Rimouski et Chicoutimi. Dès le 6 septembre suivant, un groupe de 12 colons, recrutés à Sainte-Anne et Saint-Joseph de Kamouraska, fut dirigé vers le canton de Roquemaure. Nous allons faire le voyage avec un autre groupe qui partit l'année suivante, c'est-à-dire en novembre 1934. C'est, ne l'oublions pas, le transcontinental. Aujourd'hui, le Canadien national, dont les locomotives géantes n'ont pas craint de percer les premières cet immense territoire de part en part, qui a ouvert la route aux colons et leur a permis de s'installer en plein centre de la forêt. Nous devons savoir gré aux chemins de fer nationaux de s'être entendus dans le temps avec le gouvernement de la province de Québec pour transporter à bon marché, quelquefois même gratuitement, les colons et leurs bagages. Sur le train, chacun tue le temps à sa manière. Sainte-Terre. Barrault. Landrienne. Amos. Villemontel. Castro. Macamic. Lassar. Une vingtaine d'heures de chemin de fer et nous atteignons Lassar à une distance de 500 000 de Québec après avoir traversé presque toute l'Abitibi. Nous avons bien le temps de visiter un peu. Voici l'église. Presbytère. Lassar fut fondée il y a plus de 20 ans et compte aujourd'hui une population d'environ 3000 âmes. La seule voie praticable pour se rendre à Roquemaure est la rivière Lassar ou Whitefish et le lac Abitibi. La grosse marine, comme disent les colons, elle tire allègrement deux vastes chalands chargés de la cargaison la plus disparate. Des baluchons, des matelas, de la brique de construction, des clous, des carrioles, du foin, etc., etc. Le
dernier chaland porte une scierie complète. Après une nuit passée dans les glaces, nous atteignons Roquemaure à 6 heures du matin. La grosse marine accoste son dernier chaland. N'est-ce pas qu'elle ressemble assez à une grosse cabane bâtie sur un cageux? Comme mécanisme, c'est un vieux moteur de moulin à scie qui fait tourner dans l'eau une manière de large dévidoir à l'arrière. Ça ne paye pas beaucoup d'apparence, mais c'est très puissant et très pratique surtout. Le Trans-Abitibi peut aisément traîner 100 000 livres de bagages dans 2 pieds et demi d'eau. Voilà ce qu'en termes de trappeur, on appelle la cache. C'est dans cet entrepôt, construit en une seule corvée, que la société diocésaine entasse toutes ses provisions. Pénétrons plus avant. Voici la forêt à laquelle on va s'attaquer maintenant. L'habitation du premier missionnaire. Monsieur l'abbé Napoléon Pelletier. Le petit camp où fut dite la première messe et le premier confessionnal de Roquemaure. Le premier travail à faire, c'est une ouverture dans le bois. On fera ensuite un demi-chemin avec fossé. Au commencement, en effet, le transport s'effectue à dos d'homme. Dès que le chemin est tracé, on peut se servir des chiens. On déblaye l'emplacement où sera construite la première chapelle. Le sol qui pousse de tels arbres produira certainement de beaux blés. Famille heureuse. L'exemple entraîne. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. On raconte qu'un soir, un colon tua ainsi 21 lièvres devant sa porte sans quitter sa chaise berceuse. Je vous présente Garde Gabrielle Bédard, une des pionnières de l'Abitibi. C'est aujourd'hui dimanche. Tenez, voici M. Alphonse Brassard, l'agronome organisateur du canton, qui vient de faire 5000 à pied
pour venir à la messe. La chapelle n'a que 20 pieds par 20. Dans cette étroite enceinte se sont entassées 125 personnes bien comptées. Inutile d'ajouter qu'on n'avait même pas de place pour s'agenouiller pendant l'élévation. Nous venons d'assister, pour ainsi dire, au début de Roquemort. Nous avons constaté les besoins des pionniers du sol. Nous avons vu les difficultés énormes auxquelles ils ont à faire face. Nous avons de plus senti monter en nous un mouvement d'admiration pour le grand esprit de renoncement dont ils font preuve. Notre sympathie s'est sans doute éveillée pour ces défricheurs joyeux au sein des tracas et des soucis d'une vie laborieuse où tout est à faire et à organiser. Nous revenons à Roquemort après un an passé. La forêt recule toujours devant le courageux défricheur. Reconnaissez-vous l'ancien presbytère Chapelle de l'année dernière? Devant l'arrivée incessante de nouveaux colons, la maison du bon Dieu a dû se faire plus grande. On a reconstruit à neuf. Les colons sont contents de leur sort. Toutes les figures sont épanouies. C'est partout la même habitude de s'attarder pour faire un brin de jasette sur le perron de la messe. Remarquez que les routes ne sont pas encore assez belles pour venir à la messe en voiture. Le premier agronome colon, M. Joseph Laliberté, commence lui aussi au bas de l'échelle. Précisément, si vous voulez, par le pied des arbres.
Les souches sont comme les défauts. Elles sont si tenaces que pour les arracher, il faut les couper par la racine. On procède ensuite à la mise en pile des billots, au tassage, comme on dit là-bas. Puis le brûlage de la bâtie commence. Dans la nuit, les brasiers flambent comme des feux de la Saint-Jean. Vu de loin, on dirait des feux follets qui dansent leur ronde nocturne par toute la contrée. Larges coins de terre sont bientôt en culture. Voici par exemple une belle prairie. Ce sol argileux et riche en humus ne peut évidemment que germer de belles récoltes. Quelle nourriture agréable et saine maman ne pourra-t-elle pas cueillir dans ces beaux grands jardins? Les enfants aussi s'emparent du sol. Tenez cette petite fille à son jardinet qui est un véritable succès. Enfantin, si vous voulez, mais de la plus haute signification. Elle l'a soigneusement entouré d'une clôture serrée pour le défendre contre l'incursion des lièvres encore nombreux. Voici le premier champ d'avoine, orgueil du colon. De la graine de colon. La vie sociale s'organise aussi. On va pouvoir s'écrire et donner de ses nouvelles maintenant. Lire les journaux aussi. La vie économique fait également de bons débuts avec un magasin coopératif. On met le coffre-fort à la porte, faute de place à l'intérieur, évidemment. Une bonne paire de crocs, ça n'est pas mauvais pour faire respecter le bien d'autrui. La situation de garde Bédard s'améliore considérablement puisqu'elle dispose aujourd'hui d'un bon cheval. Comme vous l'avez vu, le chien est un auxiliaire précieux au colon. C'est le compagnon utile et agréable qu'on traite avec égard. Après avoir visité Roquemort, le sociétaire de la société de colonisation, M. l'abbé Jean, s'en retourne à la Sarre par la rivière Couture et le lac Abitibi.
Film d'aujourd'hui sur les colons de l'Abitibi, eh bien, on y retourne à notre prochaine émission, mais 5 ans plus tard. Et vous allez voir qu'ils ont fait du chemin. Un autre documentaire va nous amener à la pêche, au nord de Chibougamau, au lac Wakonishi. Et on va faire la rencontre aussi d'un homme politique, Roméo Lorrain. J'espère que vous serez des nôtres. Je vous amène à la pêche. Je vous amène à la pêche dans le lac Wakonishi. Je vous en reparle dans quelques instants. Je vous ai promis il y a un instant d'aller à la pêche. On s'en va à la pêche. De tout temps, le Québec a été le paradis de la pêche. Les Américains, d'ailleurs, on le sait, ne s'en sont pas privés. Aujourd'hui, on quitte le bureau, on laisse tomber la cravate pour s'en aller à la pêche. Et pas n'importe où, hein, au nord de Chibougamau, sur les ailes de Boreal Air. Et il n'y a pas de moustiques, pas de maringouins, pas de mouches noires, pas de frappe à bord, pas de mouches à chevreuil, rien de ça. Et du poisson en masse, à volonté. Truites rouges, truites grises, brochets, truites mouchetées, tout y est. C'est le gars qui tient l'épuisette qui fatigue. Pour faire un film sur la pêche, il n'y a pas de scénario qui tienne. Hein? Il faut attendre que le poisson morde. Et nous voici au lac Wakonishi, qui signifie en amérindien « montagne d'œufs de poisson ». Pour ce film-là, c'est Jean-Marie Nadeau qui tient la caméra. Voici donc des extraits de Wakonishi, un film tourné en 1955. Tout le monde dit que Québec est une bien belle ville, et en bon québécois, il disait d'habitude la même chose, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la porte Saint-Jean est trop étroite. Les vieux murs les étouffent. Les calèches n'avancent pas. Les autos à trop, juillet sans le macadam chauffé, s'évader. Le complot s'est tramé au Parlement provincial, ministère de la Chasse et de la Pêche. Sont partis 4, Philippe, Roland, François et Gilles. Ont grimpé vers le nord, traversé le parc provincial des Laurentides, atteint la région du lac Saint-Jean, bifurqué vers un pays neuf, Chibougamau. Enregistrés à l'entrée de la réserve, les permis de circulation en forêt bien en règle, ils ont éteint leurs cigarettes et ont roulé sans fumer jusqu'au lac caché. Un avion les attend au bout de leur trajet de 350 000. Le chargement, hommes 4, canne à pêche 15. Un saut de 20 minutes d'avion au-dessus d'une région criblée de lacs, de l'autre côté du plateau laurentien. Au-dessus des nouvelles exploitations minières que la forêt enserre encore tenacement. Et le pilote amorce une descente. Une grande tache bleue monte à notre rencontre. Wakonishi. Wakonishi, nous voici. À partir de maintenant, celui qui dit bureau, cravate ou téléphone est un traître. Robertson, le chef guide, a appelé Youssef. Et les deux hommes ont préparé les canots. Sont sortis bientôt 4 pêcheurs de leur tente. 4 hommes avec des impatiences d'enfants. Tu sais ce que ça veut dire, toi, Wakonishi? Non? Moi non plus.
Allons, ça n'a pas d'importance. Embarquons. Ils partent ainsi sur ce lac merveilleux de 23 milles de longueur. Ils s'en vont à la pêche sans savoir ce que veut dire Wakonishi. Robertson, qui connaît son lac comme sa poche, les amène près d'une pointe. La pêche commence. Et maintenant, attention. C'est une belle truite grise, où tout l'a dit. Et Wakonishi est l'un des rares lacs où la truite grise saute à la mouche. C'est François qui a cassé la glace. Sa prise bien ferrée, il la travaille avec une douce fermeté. Non, Robertson n'a pas affaire à des novices. De nouveau, le beau poisson combat avec vaillance. Il force l'admiration de son vainqueur. Et dans l'autre canot, ça va? Ça va, mais Roland tient à se débrouiller seul. Il lance et relance impeccablement, ajoute au vocabulaire du pêcheur un mot, le style. Et voilà la preuve que ce style est convaincant. Cette fois, il est permis à Youssef de sortir l'épuisé. Gilles, qui n'a encore rien pris, voit bien de loin que la prise est belle. Elle est celle que, dans une histoire de pêche, on n'a pas besoin d'allonger. Philippe a dit à sa capture, « Tout l'a dit, ma fille, tu es montée des profondeurs des eaux pour ton malheur. Mais tu m'as fait une belle lutte franche, et on le dira souvent le soir au coin du feu. » Alors, sont débarqués à l'île des Cœurs 3 pêcheurs qui avaient pêché et Gilles. Comme elle est belle et douce et enviable, la truite des autres. Autour d'une table rustique, 4 citadins font dans le Grand Nord un gargantuesque pique-nique. Les guides se sont découverts des talents de cordon bleu. Voici, messieurs, la spécialité de l'île des Cœurs. Une touladi frite au beurre à la Wakonishi.
Au dessert est arrivé l'écureuil. Pendant que les guides mangent à leur tour, Philippe reprend sa ligne. Une truite a vu la mouche qui semble vivante. Belle truite grise dans une épuisette, une île de rêve entourée de bleus, de bons guides et de bons copains. Pas un monceau d'or ne m'achèterait ça. La prudence, nécessaire à tout le monde, est l'indispensable vertu de tous ceux qui vont en forêt. Une imprudence ici et toute l'île flambe. Qu'a-t-on fait l'écureuil pour brûler vif? Campeurs, soyez prudents. N'infligez pas à la nature l'immense plaie hideuse des feux de forêt. Et repartez sans souci, en pensant comme Gilles à la belle truite qui vous attend. À l'embouchure d'une petite rivière, ils se sont arrêtés taquiner la truite mouchetée. La frondaison proche les oblige à calculer chaque lancée. Wakonishi. Sur le même lac, truite grise, truite mouchetée, brochet. Et quel brochet! Maintenant, à la soupe. Sur le petit quai de Boiron, 3 bavards, un silencieux. 3 qui se frottent les mains, un qui se frotte le pouce. Le palmarès de la matinée, Roland, 2 brochets, Philippe et François chacun. Et toi, Gilles? L'après-midi, les retrouve pêchant la truite grise au large de la pointe. Non, oui, Gilles a une baleine! Toi, si tu te décroches, plonge. Ah, viens, ma douce, ma jolie, mon ange, mon unique, viens donc. La truite dans le canot, la canne à pêche dans le lac, c'est le monde renversé, mais qu'importe. Il est content. Il parle petit nègre à l'Indien Youssef. Trouve les îles plus invitantes, le lac plus bleu et soudain. Bravo, vieux copain! Passe-moi de choses, merci. Non, je vais m'arranger tout seul. Il l'avait tellement bien piqué de peur de la perdre qu'il ne peut plus enlever l'hameçon. Aide-moi donc, tiens. Et puis non, laisse faire. C'est à moi cette truite-là, hein. Qu'est-ce que vous faites dans les autres? Vous ne pêchez pas? C'est pas difficile, vous savez. Vous n'avez qu'à faire comme moi. Mais oui, Gilles, il pêche les autres. Il profite des meilleurs moments de l'après-midi quand le soleil descend derrière la montagne.
Combien d'années d'expérience dans ce mouvement sûr et rythmé du poignet, dans ce lancer souple, précis, qui déroule sans effort 90 pieds de ligne. Regardez au fond, ça vient de mordre. Une seule scène raconte le petit drame au complet. Philippe y a repensé, comme ça par hasard. Au fait, Robertson, qu'est-ce que ça veut dire Wakonishi? Ça veut dire, monsieur Philippe, montagne d'œufs de poisson. Wakonishi, montagne d'œufs de poisson. Lors de notre dernière émission, nous nous étions retrouvés à Roquemort, en Abitibi, en pleine forêt vierge pour coloniser, pour défricher. Vous vous souvenez, c'est ce film-là qui tient littéralement de l'épopée. Eh bien, aujourd'hui, on y retourne en Abitibi, à Roquemort, 5 ans plus tard, en 1938, pour voir comment les colons maintenant se débrouillent. Et on va voir que ça a bien changé. On les retrouve jouant à la balle dans le champ de trèfle après la messe le dimanche. Et on voit aussi ces très beaux enfants. Dans ce film-là, l'abbé Proulx a de très belles images d'enfants. C'est un film, bien sûr, qui est fait aussi pour convaincre les chômeurs des villes qui perdent leur temps en ville pour éventuellement les inciter à aller coloniser, peut-être bien à Roquemort aussi, en Abitibi. Mais comme historien, moi, ce que je retiens, ce sont ces très belles images de récolte à la faucille et de engerbage à la horde de coudre. Ces images-là sont uniques. C'est un geste qu'on a pratiqué pendant 300 ans au Québec, mais ce sont les seules images animées que nous avons du geste. Et quand nous nous retrouvons entre nous, les historiens, les ethnologues, c'est de ça dont on parle. Je suis retourné à Roquemort en 1939. Ah oui? Avez-vous trouvé bien du progrès? Oh, c'est tout simplement incroyable. Il faut le voir pour le croire. D'ailleurs, si je vous ai invité, ce n'est pas pour que vous fermiez les yeux. C'est incroyable, comme vous le dites. Une église qui fait figure de cathédrale. Apprenez que des pèlerins commencent à venir de toute l'Abitibi y vénérer la bonne Sainte-Anne, patronne de la paroisse et de tout le Canada. Qu'une si coquette paroisse se taille un domaine de cette étendue dans le bois épais, avec comme seule ressource des bras vaillants et l'aide des corps publics, moi je dis que cela tient du miracle. Un autre de ces miracles de survivance canadienne-française. Voilà un champ de trèfle capable de rendre jaloux les cultivateurs de nos anciennes paroisses. Et remarquez bien que le trèfle a déjà été coupé une fois. Vous parlez d'une deuxième pousse. Et quand on songe que le trèfle rouge est le grand indice de la fertilité du sol et le gage de la conservation de sa richesse. Il y en a jusque le long des clôtures, et pas un brin de mauvaises herbes.
Ce serait une merveille de rencontrer ça sur nos vieilles terres. Le trèfle blanc, sauvage, vient comme un charme en Abitibi. Il fournira d'excellents pâturages. Regardez donc la belle avoine. Les tiges sont à hauteur d'homme. Voilà un spécimen du blé qu'on peut obtenir en Abitibi. Il n'y a rien de plus intéressant que de surveiller l'arrivée des gens à l'église le dimanche matin. On y retrouve toute la paroisse en raccourci. L'apparence des gens est comme le thermomètre de l'aisance générale. On n'a pas peur des enfants par ici. Ces fruits-là ne sont pas piqués des vers non plus. Tenez, les maîtresses d'école. Elles ont l'air pimpant. Voici le curé, je crois. Précisément. L'abbé Émile Couture est un pasteur zélé, un organisateur adroit, dont l'autorité est respectée de tous. 1100 âmes vivent à l'ombre de ce clocher. 1100 hommes déjà, après 5 ans seulement. La place de l'église, c'est le grand forum du village. Toutes les nouvelles s'y transmettent, toutes les discussions s'y soutiennent, et bien des marchés s'y amorcent. C'est souvent aussi la chaire numéro 2, celle en dehors du temple. Juste, tenez, aujourd'hui, c'est le secrétaire de la Société diocésaine de colonisation qui est venu revoir son monde. C'est lui, l'abbé Jean, qui parle en ce moment. Monseigneur Boulet et lui sont restés les deux grands pourvoyeurs, les deux vrais amis du canton. Voilà des nouveaux mariés, n'est-ce pas? Qui vous le dit? Bien, ce sont les seuls couples que je vois sans enfants. Sans rire, ces enfants-là ont-ils la frimousse assez gentille? Un visage d'enfant, ça m'impressionne. Ils sont toujours plus grands qu'on ne les voit. L'espoir des parents, de toute une nation, repose sur leur petite tête. Car avant tout, c'est l'enfance qui fait les peuples forts. Les pays qui ont oublié ce principe de base ont payé cher leur erreur. Les gens s'en retournent. Une belle avant-midi de passer pour eux. En temps ordinaire, cependant, il me semble que le dimanche doit leur paraître long. Erreur. Vous oubliez que les travaux de la ferme ne souffrent pas de congé. Ensuite, aller à la grand-messe proprement vêtue, rencontrer les connaissances, c'est une fête pour eux. Et puis vous allez voir. Voir une partie de balle au camp dans le trèfle à hauteur du genou, c'est du jamais vu. Avouez tout de même que ça ne manque pas d'esprit sportif. Je reconnais que ce garçon-là est un athlète intéressant. Et bien dans la tradition de nos hommes forts. Tant que les Canadiens français auront du cœur et des muscles, on les respectera. Dire qu'il y a 5 ans, il n'y avait rien que des arbres ou des souches dans ce rang-ci. Ouvrir une paroisse avec des rangs de cette longueur, des terres de cette étendue et si peu de moyens à sa disposition, quelle entreprise de géant. Vous pouvez dire que les premiers troncs d'arbres sont tombés sous les coups d'un courage parfaitement sublime. Je partage votre avis. Si loin des parents, en pleine zone sauvage, le défricheur est un brave. Aussi bien ce que le colon d'hier contemple aujourd'hui le remplit d'une juste fierté que nous apprécions mal, nous qui n'avons pas pris la hache avec lui. Et ce n'est que le commencement. Le défrichage se continue dans le bout des champs.
On n'a pas fini de faire de la bâtie et de voir la lueur des grands feux dans la nuit. Je ne pourrai jamais regarder cette belle ferme sans me rappeler le visage d'un agronome barbouillé, arrachant des souches avec son bœuf. Ce que cet agronome a réalisé de ses bras depuis 1934, vous pouvez en juger, ça se passe de commentaires. Mais Monsieur la Liberté a mieux encore. Il élève un héritier. Il lui faut quelqu'un à qui léguer ce beau bien. Un poulailler abritant 1000 pondeuses, ça ne se voit pas à chaque tournant de la route. En 1940, 14 colons s'engageaient par contrat à se bâtir en commun chacun une belle grange. Voyant ce succès, l'année suivante, 27 autres colons suivaient cet exemple. Ça fait 41 nouvelles granges en moins de 2 ans. La plupart des paysans ont de 2 à 4 vaches. Et qu'est-ce qu'on fait avec le lait? Un camion passe dans le rang et transporte la crème à la beurrerie de la Sarre, en attendant la beurrerie de Roquemort prochainement. Le syndicat coopératif est le magasin principal du village, je suppose. Précisément, c'est un pionnier de la première heure, et ce qu'il a grandi depuis 1934. La garde malade soigne bien son parterre. Elle jouit maintenant d'un confort bien mérité. Ça, c'est l'ancienne école qui a été transformée en salle paroissiale. L'organisation est joliment complète. Maintenant que leurs rêves se concrétisent, les colons constatent que non seulement leur entreprise a réussi, mais que leur exploitation va leur apporter enfin la prospérité. D'ailleurs, ce ne sont plus des colons, mais bien des cultivateurs. Parfaitement. À propos, il y a des vitamines de toutes catégories et pour tout le monde dans ces potagers. Et pas en boîte, ni en pilule, ni en sirop, hein. C'est le temps de le moissonner. La chanson des blés d'or est commencée. Savez-vous que c'est la première fois que je vois couper le blé à la petite faux? Vous allez voir ici bien d'autres méthodes primitives d'un charme quasi éternel. En regardant ces paysans, je pense que l'âge de la machine nous a fait perdre la notion de bien des choses essentielles. Les ancêtres, voyez-vous, avaient le respect du blé, de quoi sont faits le pain et l'hostie. C'est dans cette pensée qu'avec le couteau, il faisait un signe de croix sur le pain avant de le trancher. Aussi, dans le bon vieux temps, c'est à la faucille qu'on cueillait les épis lourds. Je vous dirais même qu'on traitait de gaspilleurs ceux qui se servaient de la petite faux.
Scène émouvante, vraiment, que de voir cette femme cueillir précieusement les épis à la poignée, comme si elle les comptait. L'engerbage à la manière d'autrefois. Les gerbes sont liées avec des hares de coudre, coupées d'avance et soigneusement tordues pour les assouplir. On y ajoute une poignée de blé pour que le lien soit plus solide. La moissonneuse lieuse va plus vite. Il paraît qu'il faut faire vite partout aujourd'hui. Mais la poésie des champs en est diminuée. Le progrès, avec tout son cortège de nouvelles misères, vient toujours assez vite, il me semble. Quoi qu'il en soit, le petit chat ne s'en fait pas, hein? Il a l'air de dire à son ennemi héréditaire, « J'y suis, j'y reste. » J'y suis, j'y reste. Ça a été le mot d'ordre des pionniers. Ces scènes campagnardes sont reposantes, n'est-ce pas? C'est grâce aux sous-ministres de la colonisation si les cultivateurs peuvent promener cette batteuse mécanique sur leurs terres aujourd'hui et ménager un peu leurs bras. Maintenant qu'on est assuré de sa subsistance, on se préoccupe davantage de l'embellissement des propriétés. Ça manque peut-être un peu de goût ici et là, mais les fleurs sont toujours belles et sont toujours bons quand même. Attendez, le sens esthétique viendra avec le reste. Reconnaissez-vous le petit camp où fut dite la première messe? Relique précieuse des temps héroïques, quoi? Et la souche qui servit de chair. Le premier presbytère-chapelle est gentiment décoré, n'est-ce pas? Voilà une girouette symbolique qui ne manque pas d'ingéniosité. Comme il se devait, le presbytère a donné l'exemple en décorant ses abords mieux que les autres. Le curé peut se vanter d'avoir un beau parterre. Dépensé. Tenez, du pourpier. On dirait que les teintes en sont plus jolies ici dans le nord.
de beaux flocs qui sentent si bon. En 1940, le cardinal Villeneuve a honoré Roquemaure de sa visite. L'éclat de la réception ne fut pas sans causer une agréable surprise à son éminence, qui était parfaitement au courant des difficultés auxquelles on a fait face et qui admira sans réserve une croissance aussi rapide. Monseigneur Boulay était dans le cortège. La satisfaction générale le récompensait visiblement. Quand le prince de l'Église repartit, la foule, forte de ses conseils et de ses bénédictions, reprit la route du rang plus joyeuse et plus sûre de l'avenir. Dès 1882, un prêtre colonisateur, l'abbé Proulx, disait « Le Nord, voilà le champ ouvert à l'activité des Canadiens français. Eux seuls aimeront à y vivre. Le Nord sera le domaine, la force de notre nationalité. » Après bien d'autres, le fait historique de Roquemaure confirme la vérité de cette prophétie. Le premier missionnaire colonisateur de l'Abitibi, l'abbé Ivano Caron, a écrit de son côté « L'histoire conservera vos noms, vaillants défricheurs. » Paroissiens de Sainte-Anne de Roquemaure, vivez heureux. Vous représentez ce que nous avons de meilleur. Voici quelque chose de différent de ce qu'on a vu aujourd'hui, un film politique de l'abbé Maurice Proulx. En fait, on s'en va maintenant en pleine Loire, dans l'Outaouais, plus précisément à Buckingham. Et nous sommes en 1960. Qu'est-ce qu'on va aller faire là? Bien, on s'en va chercher chez lui M. Roméo Lorrain, qui fête ses 25 ans de vie politique. Roméo Lorrain avait été élu député de Papineau en 1935 et nous sommes maintenant en 1960. On va lui faire une fête. On s'en va chez lui avec corps de tambour, majorette, décapotable et tout le tralala. Faut le voir sortir de chez lui, sa surprise, parce qu'il y a du monde. On va l'amener à un banquet. Et remarquez bien au banquet la présence de messieurs Jean-Jacques Bertrand et Daniel Johnson, les futurs premiers ministres du Québec, de même que Paul Dauzois, l'un des ministres importants du temps, un des ministres de l'Union nationale. Ce sont les mœurs politiques de l'époque. Nous sommes à la toute veille de la Révolution tranquille. Le 22 juin, le gouvernement Lesage va être élu. On n'arriverait plus aujourd'hui à faire un film pareil. Le 4 octobre 1959, le comté de Papineau rend hommage à un grand bienfaiteur. Il célèbre aujourd'hui avec éclat les 25 ans de vie politique de son valeureux député à l'Assemblée législative de Québec. Dans l'éclat d'un merveilleux soleil d'automne, les fleurs participent à la fête de toutes leurs couleurs. Tout le comté est en liesse. C'est la fête de la reconnaissance. La population de Papineau témoigne son affection et sa gratitude à Roméo Lorrain, le ministre, le député, l'ami de tous. De bonne heure, les gens se sont groupés autour de la résidence de l'honorable et Madame Lorrain. Ils savourent aujourd'hui une bien douce et bien agréable revanche. En effet, Monsieur Lorrain a participé à d'innombrables fêtes et cérémonies de toutes sortes, et il était toujours celui qui donne, celui qui accueille. Aujourd'hui, pour une fois dans 25 ans, c'est lui qui est fêté, qui est accueilli.
Le président du comité de la fête, M. Paul Bonhomme, accompagné de son épouse, a laissé clairement entendre qu'il détient pour 24 heures tous les pouvoirs et qu'il enlève tout simplement dans sa voiture le ministre et Mme Lorrain. M. Lorrain a tout juste le temps de serrer quelques mains. Ce n'est qu'un au revoir sans doute, mais inutile de songer à s'échapper. C'est donc sous la garde vigilante et amusée de plusieurs milliers de personnes qu'il rejoint son épouse et abandonne ses fleurs, sa maison, sa ville natale pour quelques heures. Mais Buckingham ne laisse pas son illustre concitoyen accomplir seul son voyage. Plus de 500 voitures démarrent à sa suite. Les fanfares s'en mêlent. Après celle de Buckingham, dont M. Lorrain est un bienfaiteur, les cadets de Gatineau assurent vaillamment la relève. Non, vraiment, jamais enlèvement au grand jour ne fut mieux réussi. Depuis le départ de Buckingham, à Masson, à Pinceau, l'enlèvement pour rire a pris l'allure d'une marche triomphale. Les pétards éclatent de joie. Au lieu de courir après la lune, les fusées ouvrent leurs parachutes pour que les drapeaux fleur-de-lysée flottent doucement dans l'air. À Plaisance, la foule s'est massée sur l'arc de triomphe de la rue principale et immobilise bientôt le cortège. La supérieure et les sœurs de l'école offrent leurs vœux au grand apôtre de l'éducation. Le maire Julien Lacoste serre la main au protecteur des municipalités. La foule se presse autour du bienfaiteur du comté, celui qu'elle appelle si amicalement l'ami Roméo. Ces hommages spontanés, auxquels s'ajoute la joie reconnaissante des enfants, s'adressent avec une égale sincérité aux serviteurs du public et à sa digne épouse, qui inlassablement le seconde dans ses efforts et dont la grande bonté est la plus belle parure. Des 47 centres du comté où l'inlassable activité de Roméo Lorrain s'est exercée, Papineauville étant le chef-lieu, a été choisi comme le lieu principal des réjouissances. Des milliers de personnes, faute de place, ne pourront entrer au pavillon de l'agriculture, autour duquel s'entassent les véhicules. Le maître de cérémonie, frère du jubilaire, arrive avec son épouse, car la fête du comté, c'est vraiment une fête de famille, et tous les membres de la grande famille du comté de Papineau veulent participer à ce magistral témoignage d'estime et de reconnaissance envers un des leurs, qui depuis 25 ans a tant fait pour ses concitoyens. Les appareils de la télévision ronronnent pour enregistrer une interview. Ils pourraient tourner des heures entières avant de filmer 25 ans d'une vie d'homme entièrement consacrée au bien-être de ses concitoyens et dont les réalisations éclatantes ont laissé leur marque d'un bout à l'autre du comté. On ne s'étonne pas alors que dans le cortège des invités se coudoient les éléments les plus représentatifs. Délégations d'agriculteurs et des chambres de commerce, ouvriers et chefs d'industrie, les maires et les présidents des commissions scolaires, les marchands, les professionnels et le reste. Pour un moment,
les héros bien méritants de cette splendide manifestation retrouvent quelques amis auxquels ils confient la joie et l'émotion profonde qu'ils éprouvent en ce moment. Leurs filleuls, José Blot et Robert Smith, sont venus les rejoindre, car c'est la fête aujourd'hui de l'oncle Roméo, l'ami si généreux de tous les jeunes. Il était malheureusement impossible de filmer en couleur la gigantesque salle de réception qu'était devenue l'Arena. Au mur, des drapeaux québécois et canadiens et des banderoles qui sont comme les cartes de visite de chaque municipalité. On a installé des tables partout et on manque de place car on a voulu offrir le plus beau banquet, la plus chaude réception possible à celui qui a travaillé jusqu'à la limite de ses forces pendant un quart de siècle à rendre plus grand son comté et plus heureux ses concitoyens et qui considère que sa tâche n'est pas achevée. Très en verve, le maître de cérémonie présente chacun des distingués orateurs. S'il prend la parole à l'un, c'est pour aussitôt la redonner à l'autre. L'honorable Ollier Renaud félicite l'honorable Monsieur Lorrain au nom du Conseil législatif. Il rappelle les liens d'amitié qui l'unissent depuis de nombreuses années au ministre des Travaux publics et formule des vœux de bonheur et de santé à l'endroit du ministre et de Madame Lorrain. L'honorable Gérard Thibault, ministre d'État, souligne le rôle de bâtisseur du ministre des Travaux publics, dont on connaît bien le dévouement. Ce patriote de haut mérite qui a voulu consacrer sa vie au service de sa province. Il félicite aussi la population de Papineau d'avoir pour la représenter à Québec un député prestigieux comme l'honorable Roméo Lorrain. L'honorable Jean-Jacques Bertrand, maintenant ministre du Bien-être social et de la jeunesse, a rappelé que le héros de la fête était l'un de ces hommes attachés à sa province et aux traditions nationales, un gentilhomme de la vieille école, homme simple, jovial, courtois et bienveillant. Félicitations à ce collègue distingué que nous voulons garder encore longtemps parmi nous, de dire l'honorable Bertrand, qui associe Madame Lorrain à ses hommages. Le ministre des Ressources hydrauliques, l'honorable Daniel Johnson, dit qu'en dépit d'un travail acharné comme ministre des Travaux publics, M. Lorrain n'a jamais perdu sa bonne humeur. Son abord accueillant est devenu proverbial. Le ministre félicite son collègue pour ses 25 ans de succès de vie publique et formule le souhait qu'il serve encore sa province et son comté durant de longues années. L'honorable Paul Dauzois, ministre des Affaires municipales, se dit heureux de se joindre à ses collègues pour présenter, au nom des 1700 municipalités de la province, ses meilleurs souhaits et ses félicitations aux héros de la fête. Il le remercie bien vivement pour l'œuvre gigantesque qu'il a accomplie jusqu'à ce jour et souhaite à M. Lorrain une bonne santé pour continuer à diriger son important ministère pour le bien de la province et de son beau comté de Papineau. L'honorable Cottingham, ministre des Mines, affirme que M. Lorrain a toujours été un bon citoyen, un bon ministre, un bon député, attaché à sa province et à son comté. Il espère que tous ses collègues bénéficieront encore longtemps de son expérience et de ses grandes connaissances. Il félicite les citoyens du comté de Papineau d'avoir fêté aussi magnifiquement leur dévoué et sympathique député qui, dit-il, par ses 25 ans de labeur ardu, a bien mérité de ses concitoyens et de toute la province. Monsieur le maire Théoret se fait l'ambassadeur de toute la population reconnaissante pour offrir aux jubilaires un souvenir tangible de cette mémorable célébration. Madame Hector Bourgeois remet à Madame Lorrain, en témoignage de l'estime de tous, un splendide saphir serti de diamants. La famille avait chargé ses jeunes ambassadeurs de fort beaux cadeaux. Le nom des Lorrains est connu et respecté de tous dans le comté de Papineau depuis plus d'un siècle. Depuis 25 ans, il s'est mérité une popularité sans pareille. Aujourd'hui, il touche aux portes de la renommée. Comme la pierre précieuse qu'elle vient de recevoir brille au doigt de Madame Lorrain, ainsi le nom de son mari rayonne dans tout le comté de Papineau comme un synonyme de dévouement, de labeur
d'indéfectible loyauté. Quand on fait un ami, il y a toujours des chansons. Il a gagné ses épaulettes, est suivi de 3 hurrahs qui soulèvent le toit de la salle. Le dernier discours ne cache pas l'émotion de l'orateur. Je laisse mon cœur vous dire 1000 merci à tous, car les sentiments de joie et de gratitude que j'éprouve en ce moment viennent du fond du cœur, et l'éloquence la plus brillante ne réussirait pas à les traduire. Quand je vois ces fleurs apportées par la gentille Marie Théoret, ces précieux souvenirs que vous nous avez offerts à ma femme et à moi-même, quand je sens à mes côtés la présence de mes distingués collègues du cabinet, celle des dignes représentants de l'Assemblée législative et du Conseil législatif, quand je vous vois tous, vous mes bons amis de Papineau, qui êtes venus par milliers à cette fête, la fatigue de mes 25 années d'efforts pèse moins lourd sur mes épaules, une vigueur nouvelle, un enthousiasme jeune me pénètre, et me sachant appuyé par votre constante loyauté, j'ai la ferme intention de me consacrer toujours davantage à ma double tâche, qui est la grandeur de notre beau comté et de votre bien-être à tous. Ainsi s'achève, avec le chant de l'hymne national, cette journée grandiose offerte par le comté de Papineau pour marquer les 25 années de vie publique de l'honorable Roméo Lorrain. Souhaitons qu'il puisse pour de longues années encore mettre au service de ses concitoyens ses talents exceptionnels et son inlassable dévouement. Roméo Lorrain, la population tout entière